Ce livre porte un titre un petit peu paradoxal, peut-être même provocateur. Faut-il en finir avec la famille? Parce que ça part du présupposé que des gens puissent avoir envie de procéder à cette opération pour essayer ensuite évidemment de le discuter. Alors, c'est un petit peu le cas parce que la famille est un objet euh, dont la perception dans le grand public a beaucoup évolué au fil des temps et qui a pu se trouver très malmené dans le discours public, si ce n'est dans les politiques publiques qui ont été menées sur ce thème-là. Alors, sachant qu'en France, on a une particularité, c'est que la famille n'est pas simplement un terme générique pour désigner un ensemble de personnes qui vivent ensemble et qui ont des enfants. C'est un objet spécifique de politique publique. Bon, ce qui est quelque chose de quasiment unique en Europe, hein, pour ne parler que de l'Europe. Ce qui fait que des politiques cet objet donc politique a donné lieu à la mise en place de politiques spécifiques qui sont profondément incrustées dans l'ensemble des dispositifs étatiques et des politiques sociales en général. Je prendrai juste un exemple. On a en France ce qu'on appelle le quotient familial. On a en France une politique qui fait que les enfants le fait d'avoir des enfants et d'être en couple et d'avoir des enfants va vous donner droit à un certain nombre de réductions sur l'impôt sur le revenu. Mais ça peut être aussi des réductions pour aller à la piscine par votre municipalité au nom du même principe. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très intégré et qui a beaucoup souffert puisque la famille je dirais, en tant qu'institution a été contestée dans l'après 68 et parce que les modes d'organisation familiale traditionnels ont considérablement évolué, on va dire aussi, ont considérablement été malmenés depuis le milieu des années 60, je dirais, alors là, jusqu'à aujourd'hui, parce que ce mouvement n'est pas achevé, même si ce qu'on appelle au sens de l'INSEE la famille traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman et les enfants qui vivent ensemble, demeure quand même de très loin le modèle majoritaire aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire une mise en perspective et puis je me suis aussi posé la question sur la manière dont, dans le sens commun du public, cet objet familial pouvait être perçu, avec une tonalité plus ou moins positive ou négative. Et en particulier, j'ai essayé de mettre en relief, enfin de contester des lieux communs, comme le fait que défendre les valeurs familiales serait une posture politique de droite et s'opposer à celle-ci serait une posture politique de gauche. Donc je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien évidemment, mais j'ai essayé de me demander si, et d'investiguer évidemment sur ce sujet, si ça avait toujours été le cas. Et évidemment, on s'aperçoit, et c'est un des éléments que j'ai pu mettre en évidence, que ça n'a pas été le cas du tout et qu'en réalité, il y a des fractionnements sur la question idéologique, sur la question familiale, qui sont transverses à ce qu'on appelle aux grandes familles politiques telles qu'on peut les connaître. Euh, sur un point qui est de savoir qu'est-ce qui fait famille et qu'est-ce qui fait société. Est-ce que la société, c'est un agglomérat d'individus autonomes qui se regroupent pour créer un corps politique, grosso modo ce qui est la pensée libérale, ou est-ce que ce qui fait société, c'est d'abord d'être socialisé dans son milieu immédiat, c'est-à-dire le milieu familial, qui acquiert donc une dimension naturelle, ce qui est, je dirais, l'approche traditionnelle de la pensée conservatrice
inspiré du christianisme, mais pas que. Parce que le fait que l'homme ne soit pas, ne soit pas spontanément et dès sa naissance un individu isolé, c'est aussi une idée qu'on retrouve dans la pensée de gauche depuis, j'allais dire, depuis toujours, et en tout cas depuis exprimé de manière claire depuis le positivisme, Auguste Comte, mais c'était aussi l'opinion des radicaux de la Troisième République, des premiers socialistes, etc. L'autre grand clivage, mais les deux se recoupent hein, bien évidemment, c'est sur la question de ce qu'on appelle le malthusianisme, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que euh, il y a trop d'êtres humains que donc on va à la catastrophe parce que la croissance de la population est supérieure à la croissance des ressources qui peuvent subvenir à ces besoins euh, ou pas. Ou est-ce qu'on est contre cette idée malthusienne parce qu'on considère qu'elle est fausse. Donc bien évidemment, le malthusianisme est très hostile à l'institution familiale. Euh, Son inspiration, là encore, est clairement libérale sur un plan économique, mais aussi philosophique, et s'oppose à lui dès le début d'autres courants, dont en premier lieu les marxistes, enfin Karl Marx lui-même et Friedrich Engels, qui ont écrit de nombreux textes très très détaillés pour réfuter les thèses de Malthus, et puis les premiers socialistes. Donc, en fait, ce qu'on peut constater, vous voyez, c'est que les clivages ne passent pas exactement là où on aurait pu l'imaginer spontanément sur ces deux questions, c'est-à-dire est-ce que la famille est une structure en tant que telle qui mérite considération parce qu'elle contribue au renouvellement de l'espèce humaine, tout simplement. Et puis, est-ce que le fait de se préoccuper de l'avenir de la population pris dans son ensemble présente un intérêt, et quelle réponse on doit apporter à ça? Est-ce que c'est une réponse qui va viser à la décroissance de la population, pour utiliser un terme à la mode, ou une autre politique qui va essayer de réaffecter ce qui est disponible pour l'ensemble. Voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence. Donc le livre en grosso modo est en trois parties. La première montre l'émergence de la préoccupation familiale, hein, ça date du XVIIIe siècle, c'est parallèle à l'émergence des préoccupations pour la démographie. Euh, je montre comment, à la fin du XIXe siècle, une série d'inquiétudes convergent et font naître la préoccupation pour le devenir de la famille, pour l'existence et le devenir de la famille. Alors, il y a des préoccupations démographiques, que sur fond d'hostilité à l'Allemagne, puisque le développement de la population allemande là je parle de la période d'après la guerre de 1870, hein, en particulier entre 1870 et la guerre de 14, est beaucoup plus rapide que le développement de la population française. Et donc, dans l'idée de prendre une revanche sur les Allemands, se pose la question de la taille de la population française. Et puis, ça coïncide avec l'émergence d'idéologies comme le catholicisme social, qui lui va se préoccuper de l'état de santé et aussi de moralité de la classe ouvrière, sachant qu'à l'époque, elle est effectivement c'est germinal. Hein. On est dans une époque où elle vit dans des conditions absolument effroyables sur un plan matériel, et donc développement de ces préoccupations-là, développement aussi des politiques d'hygiène, et puis hostilité au libéralisme aussi dans ces périodes-là, de la part de courants politiques qui sont pour la restauration de monarchique, et donc une société basée non pas sur l'individu, mais basée sur un ordre dont les éléments naturels qui sont la famille, puis le terroir, et puis convergence sous la houlette du roi, serait le mode d'organisation naturel. Donc tout ça se combine, tout ça fait système,
et fait émerger des politiques familiales. Donc qui vont connaître leur apogée à la Libération, avec le premier gouvernement du général de Gaulle qui a mis en place un dispositif tout à fait spectaculaire de soutien à la famille. Ensuite, il y a une deuxième période que je développe dans le livre, c'est celle de la crise des modes d'organisation traditionnels de la famille. Je ne développe pas ici, tout le monde connaît l'augmentation des divorces, le, l'effondrement, pas l'effondrement, le recul constant du nombre de mariages, le retard de plus en plus important à la première naissance chez les femmes et chez les hommes, bon, le plus important étant chez les femmes bien évidemment, dans les couples, l'apparition de familles recomposées, l'explosion des familles monoparentales, etc., etc. Donc tout un tas de choses qui vont remettre en cause les dispositifs antérieurs et combinés à d'autres raisons qui sont d'ordre idéologique, vont aboutir à un désintérêt pour les politiques familiales et au fait que l'opinion, c'est pas l'opinion publique, que la classe politique dans son ensemble, à commencer par la bourgeoisie, se détache de ses positions philosophiques traditionnelles sur cette question-là, pour embrasser de plus en plus le point de vue je dirais, de la petite bourgeoisie urbaine qui va donner le là en matière d'éducation des enfants, de mode de soutien à la famille, etc., etc. Je parle aussi de ceux qui ont alerté les premiers sur les risques de ce changement de paradigme, j'allais dire, sur les politiques familiales, et qui sont des personnes comme Michel Foucault, alors pas directement, mais en tout cas les gens influencés par sa pensée très clairement, comme Jacques Donzelot à travers son ouvrage La police des familles, comme l'américain Christophe Erlach, Philippe Meyer et d'autres. Mais on va dire que ça a été peu entendu, et donc on assiste à la fois à un rabougrissement des politiques familiales et en même temps, parallèlement, à une mise sous contrôle de plus en plus importante des familles à travers tout un ensemble de dispositifs à caractère sociaux, etc. Et puis la troisième partie s'attarde à la situation actuelle, c'est-à-dire grosso modo ce qui s'est passé depuis le passage de la gauche au pouvoir sous le mandat de François Mitterrand, et puis discute un peu dans le détail les politiques qui ont été mises en place par Emmanuel Macron, avec, je dirais, une posture en deux temps. Dans un premier temps, une indifférence totale envers la famille, si ce n'est une hostilité, parce qu'il y a eu une hostilité, je pense qu'il y a une incompréhension sur le fait familial. Après, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais une indifférence et puis et une certaine hostilité euh, qui, qui pouvait sembler dans la lignée de ce qu'avait esquissé la gauche sous Hollande avant de faire un petit peu marche arrière. Et j'essaye de montrer comment ces politiques familiales étant tellement incrustées dans les dispositifs sociaux, qu'elles peuvent aussi présenter un certain nombre d'intérêts pour l'État, ne serait-ce qu'en termes de réalisation d'économies financières, et donc comment finalement les positions, l'indifférence envers l'institution familiale de l'équipe d'Emmanuel Macron s'est transformée en effet de manche, en effet d'annonce, accompagné de compromis en réalité sur les politiques qui étaient menées, voire même au bout d'un certain temps d'une prise en compte de l'existence de la structure familiale. Voilà. Donc voilà ce que j'ai essayé de décrire à travers le livre, en posant beaucoup de questions, en interrogeant beaucoup ce qui apparaît souvent dans le discours commun comme des évidences, et en montrant quand même que si on souhaitait avoir un point de vue populaire
sur la politique, c'est-à-dire un point de vue qui parte de la défense des intérêts des couches sociales travailleuses, pour être simple et clair. Il était nécessaire de préserver et de s'appuyer sur cette structure millénaire qui est une structure de résistance au marché, puisque le marché, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de conquérir chaque espace de la vie. Et donc, tout ce qui ressemble à une structure collective, ne serait-ce que la structure familiale, qui est aussi un espace de solidarité, évidemment, tend à être détruit pour que l'individu ne soit plus que chaque individu devienne un consommateur et un créateur de plus-value. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire, donc en revenant sur quelques idées reçues, dont la principale est que la droite est pour la famille et la gauche doit être contre cette institution.